La coagulation sanguine peut paraître assez chiante et barbante de prime abord, mais promis, aujourd'hui on va essayer de l'expliquer le plus clairement dans cette vidéo pour la rendre plus facile à comprendre. Allez, on y va sans plus attendre. D'abord, à quoi sert la coagulation sanguine ? Eh bien, quand on se blesse ou quand un vaisseau sanguin éclate, on saigne. Et si on ne stoppe pas ces saignements, on peut avoir une hémorragie. Quand cela se passe à l'intérieur du corps, on parle d'hémorragie interne. Donc pour stopper ces saignements, qui peuvent être à l'intérieur du corps ou externes, le sang va coaguler pour empêcher le sang de sortir et que l'on se vide de notre sang. Maintenant, quelles sont les pathologies liées à un dysfonctionnement de la coagulation sanguine ? C'est-à-dire, que se passe-t-il quand cette coagulation ne marche pas bien ? On a deux cas de figure. Quand le sang coagule pas assez, on parle d'hémophilie. Quand le sang coagule trop, on va parler de thrombose. L'hémophilie, c'est donc quand le sang ne coagule pas assez, et donc s'écoule vite. Tellement vite qu'à la moindre coupure, on perd beaucoup de sang. Qu'à la moindre brèche au niveau du vaisseau sanguin, on risque d'avoir une hémorragie. Dans le cas de la thrombose, le sang coagule trop et les globules rouges vont former des amas qui peuvent bloquer la circulation du sang. On appelle ces amas de globules rouges des thrombus. Ces thrombus peuvent aller se loger au niveau du cœur, bloquer la circulation du sang au niveau du cœur, et il peut alors y avoir un infarctus du myocarde. Au niveau des poumons, on va parler d'embolie pulmonaire. Au niveau du cerveau, on parlera d'AVC. Ou encore au niveau des jambes, si ce thrombus bloque la circulation au niveau des jambes, on parlera de TVP ou thrombose veineuse profonde des jambes. Donc la coagulation du sang permet d'arrêter le saignement, mais il faut un équilibre. Le sang ne doit pas trop coaguler au risque d'avoir des thromboses, ni ne pas assez coaguler au risque d'avoir une hémorragie. Donc quand on se blesse ou qu'il y a une brèche dans un vaisseau, on aura du sang qui sort, notamment les globules rouges. Suite à cela, le vaisseau va se contracter pour diminuer son diamètre et laisser le moins de sang sortir. On parle de spasme vasculaire. Cette contraction se fait quelques secondes après l'ouverture de la brèche, 15 à 60 secondes. Puis, la coagulation sanguine va se faire en différentes étapes, qu'on va appeler hémostase primaire, hémostase secondaire et hémostase tertiaire. Dans l'hémostase primaire, il y a une agrégation des plaquettes. En gros, quand on se blesse, pour empêcher le sang de sortir, les plaquettes en bleu vont se fixer sur la plaie du vaisseau sanguin et faire barrière. On peut imaginer plein de policiers, c'est-à-dire les plaquettes, qui disent stop au saignement en s'agrégeant pour former une première barrière. Parfois, on appelle ça aussi un clou plaquettaire. C'est comme mettre un clou pour fermer un trou temporairement. Puis après ça, on va avoir l'hémostase secondaire, avec la coagulation pour former un caillot, qui va permettre de solidifier encore plus la barrière formée par les plaquettes. Donc en plus des policiers, à savoir les plaquettes, on va avoir des filaments de fibrine en jaune qui vont rendre la barrière encore plus solide, comme si on liait les policiers entre eux par en plus une corde, c'est-à-dire par des polymères de fibrine. Puis, on passe à l'hémostase tertiaire, qui s'appelle la fibrinolyse. La fibrinolyse, on entend lyse de la fibrine, c'est-à-dire une destruction des polymères de fibrine. Ce qui fait qu'après avoir fait une barrière faite de plaquettes dans l'hémostase primaire, consolidé ça avec de la fibrine dans l'hémostase secondaire, on aura stoppé le saignement. Et donc pour revenir à la normale, on va passer à l'hémostase tertiaire en détruisant cette fibrine. Dans l'hémostase primaire, on a vu que les plaquettes sont comme des policiers. Ils sont sécrétés dans la moelle osseuse et vont arriver au niveau de la brèche pour stopper le saignement. En zoomant, on constate que quand il y a une brèche dans l'endothélium du vaisseau sanguin, le collagène qui se trouve dans le sous-endothélium va exprimer le facteur de Willebrand. Les plaquettes en bleu vont se lier à ce facteur grâce au récepteur glycoprotéique 1B. On parle d'adhésion, car les plaquettes vont se fixer à l'endroit de la brèche. En plus de ça, du fibrinogène va lier les plaquettes en bleu entre elles via les récepteurs glycoprotéiques 2B et 3A. Donc les plaquettes vont à la fois se fixer au collagène pour faire barrière, mais en plus vont se lier l'une à l'autre pour rester collées et ne vraiment rien laisser passer, donc plus de sang qui sort. Donc on imagine des policiers, les plaquettes, collés l'un à l'autre et fixés au lieu de l'accident. Puis, cette adhésion va permettre d'activer la phase 2, la phase de sécrétion.
Dès que les plaquettes adhèrent à la brèche, ils vont sécréter des granules et ainsi exprimer de l'ADP, de la sérotonine et du thromboxane A2. C'est cette ADP, sérotonine et thromboxane qui vont permettre d'appeler au renfort d'autres plaquettes. Ces molécules activent l'agrégation plaquettaire. Donc, en résumé, c'est comme si ces policiers, donc les plaquettes, arrivent au lieu de l'accident, sont fixés l'un à l'autre, se fixent au lieu de l'accident, et en plus vont appeler des renforts en sécrétant la sérotonine, le thromboxane et l'ADP. C'est pour ça qu'on appelle cette hémostase primaire l'agrégation plaquettaire. Donc après que les policiers soient arrivés, on passe à l'hémostase secondaire. Il y a coagulation pour former un caillot plus solide. Donc la fibrine en jaune va renforcer la barrière faite par les plaquettes. On va donc former un caillot plus solide, pas soluble. Dans l'hémostase secondaire, on va distinguer une voie extrinsèque et une voie intrinsèque. La voie extrinsèque, c'est quand il s'agit d'un traumatisme externe, quand par exemple on se coupe. La voie intrinsèque, c'est quand il y a une lésion d'une paroi. Ces deux voies vont mener par une série de réactions activées par des facteurs de coagulation à l'activation de la thrombine pour former du fibrinogène soluble et donc qui sera transformé en fibrine insoluble pour avoir un caillot plus solide qui ne va pas se dissoudre. Maintenant, regardons quels sont les facteurs de coagulation qui permettent l'activation de ces voies pour former de la fibrine. On va retenir que les deux voies extrinsèques et intrinsèques mènent à l'activation du facteur 10. Donc pour le retenir, on met deux flèches des voies menant vers le X, donc le facteur 10. Dans la voie extrinsèque, on entend ext pour externe, donc elle sera activée par un facteur tissulaire, des phospholipides, mais aussi le facteur 7A et le calcium. 7A, A c'est pour activer, donc c'est un facteur 7 actif. Donc on retient à chaque fois quand il y a un facteur avec un A, le A veut dire activer. Puis dans la voie intrinsèque, il y aura besoin des facteurs 12, 11, 9, 8 pour activer le facteur 10. Pour retenir ces facteurs de la voie intrinsèque, c'est très simple. Comme on a dit, les deux voies se rejoignent en une croix X, donc au facteur 10. Donc ce facteur ne va pas se retrouver ni dans l'activation de la voie intrinsèque, ni de la voie extrinsèque. On prend les facteurs au-dessus de 10, donc F11, F12, et en dessous de 10, ça fait 9 et 8, et à partir de ça, on a les facteurs de la voie intrinsèque. Puis, les facteurs 10 et 5 vont permettre à la formation de la thrombine à partir de prothrombine, ou facteur 2, qui devient dès lors le facteur 2 activé. Pour retenir le facteur 5, on met un V sur le X du facteur 10. Puis, à partir de la prothrombine activée, on va avoir du fibrinogène, le facteur 1, qui est insoluble et qui sera donc transformé en fibrine, qui est plus soluble, qu'on appelle le facteur 1 activé. Les monomères de fibrine vont s'assembler pour avoir un polymère de fibrine plus soluble et donc plus solide et donc insoluble. Ensuite, après la coagulation, il y a hémostase tertiaire, la fibrinolyse, pour détruire cette fibrine formée et revenir à la normale. Pour cela, le plasminogène va se fixer au caillot et être activé en plasmine grâce au TPA. Le plasmine va permettre la dépolymérisation des polymères de fibrine en monomères pour avoir donc cette fibrinolyse. Pour qu'elle n'agisse pas excessivement, cette fibrinolyse, le PAI va inhiber le TPA, c'est l'inhibiteur de TPA. Et un inhibiteur va inhiber la plasmine pour réguler cette fibrinolyse et arrêter de dissoudre la fibrine. Cette dia ci-dessous est un récapitulatif de tout ce qu'il faut retenir et de tout ce qu'on a vu, donc des plaquettes policiers en bleu, du caillot formé par la fibrine en jaune avec les cascades de coagulation et enfin une hémostase tertiaire pour arrêter donc la production de fibrine et la dissoudre. Et c'est enfin fini. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos questions et n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne qui a pour but de rendre moins compliqué et plus facile vos cours du quotidien. Allez, à bientôt!